Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international Cap aujourd'hui sur Gaza, comme je le disais, pour ne pas oublier quand la pression contre Hamas passe par l'extermination de tous les Palestiniens, quand Hamas sert de prétexte de tout trouver pour concrétiser des objectifs odieux et innommables sur des terres palestiniennes, quand le sang des enfants et des fidèles priant dans la mosquée paisiblement devient bon marché, quand les puissants de ce monde se contraignent au silence pour ne pas déroger à la règle et ne pas déranger de quelque manière que ce soit l'allié sioniste, même si il les hait à vomir, eh bien, quand toute cette hypocrisie est réunie, ça donne le massacre qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Même les mots nous font défaut face à l'abomination sioniste sur les Palestiniens à Gaza. Nous assistons impuissants à l'extermination dans la règle de l'art du peuple palestinien et qui ne dit mot consent, mais ce consentement, l'humanité le paiera certainement un jour. Pour en parler, nous recevons ce soir donc notre invité Jacob Cohen. Vous êtes écrivain, penseur juif, je le précise, et surtout militant antisioniste politiquement engagé pour une Palestine libre et unie. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Printemps de Sayanim, publié en 2010, D'un Holocauste l'autre, paru en 2018, et la toute dernière parution, votre nouveau roman, La 26e tribu. Jacob Cohen, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Je vous remercie pour l'invitation et j'adresse un salut fraternel à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Jacob Cohen. Alors, pour commencer, la volonté d'Israël, pour vous reprendre, est de prendre le contrôle de ce qui reste de la Palestine. Vous l'avez déclaré en 2023, en 2024 également, mais cela n'a jamais été autant d'actualité, sachant que l'objectif nourri depuis des années de l'entité sioniste était celui-ci. Je crois que l'objectif a évolué. Disons jusqu'en 2023, les sionistes ont tenté de contrôler, maîtriser, annihiler l'ambition nationaliste palestinienne, mais sans les détruire. On n'a jamais, en dehors de nettoyage ethnique de 1948, il y a eu plusieurs conflits avec les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Jamais l'autorité, enfin le régime sioniste n'a jamais cherché à détruire, éradiquer la présence palestinienne, que ce soit physiquement, matériellement, intellectuellement, spirituellement, etc. Or, en fait, depuis 2023, l'objectif a changé. Qu'est-ce qui a fait changer comment dire, le but de l'entité sioniste? C'est qu'il y a eu la découverte de gisements de gaz. Vous savez que cette région-là, elle est déjà assez exploitée. Israël exploite de nombreux gisements. Elle tente de passer un accord avec le Liban pour se partager, pour tracer une frontière. Et donc, on a découvert ces gisements au large de Gaza. Et en début 2023, je pense qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne se sont mis d'accord pour exploiter en commun ces ressources. Et l'Europe était partante. Voilà une ressource qui sera stable, surtout après le boycott du gaz russe. Seulement, il y avait un problème. Le problème, c'est le Hamas, qui contrôle Gaza. Et donc, il fallait le mettre hors d'état de nuire. Non seulement hors d'état de nuire, mais c'est là où on voit vraiment le changement de cap de l'entité sioniste, c'est-à-dire profiter de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en fait, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a plusieurs indices qui montrent que l'État profond israélien a accéléré les dégâts du 7 octobre.
a fait en sorte que le 7 octobre ait une dimension terrible, dramatique, de manière à justifier ce qui allait suivre. Et ce qui allait suivre a été déclaré dès le lendemain du 7 octobre. Il y a eu des déclarations officielles du chef du gouvernement, des ministres, etc., qu'il fallait chasser les Gazaouis du territoire. C'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, jamais les sionistes n'ont tenté de forcer les Gazaouis en dehors de la bande de Gaza. Or, les déclarations étaient officielles, formelles, et ils ont mis les moyens. Les moyens, c'est d'abord, si vous vous rappelez, les premières semaines de l'après-7 octobre, Israël a fait pression sur le régime égyptien d'ouvrir ses frontières et d'accueillir les 2 millions ou un peu plus de 2 millions qui allaient être chassés vers le Sinaï. Et le régime égyptien a résisté à cette pression. Je pense qu'il a trouvé qu'il se déconsidérait pour des générations auprès de la nation arabe. Et donc, il a refusé cette possibilité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils ont détruit systématiquement toute vie possible dans la bande de Gaza. C'est-à-dire, non seulement il y a eu les bombardements, mais ils ont dynamité tous les bâtiments officiels, religieux, culturels, intellectuels, administratifs. En fait, ils ont détruit systématiquement toute vie possible au reste, à la population qui restait, de manière à lui transmettre le message suivant. Si vous pouvez rester, mais comment vous allez vivre? Avec quoi? Et la pression s'est accrue ces 2 dernières semaines, notamment en coupant les vivres, en coupant l'électricité et les soins médicaux, et donc en continuant à détruire ce qui restait debout. Et en même temps, il y a une campagne qui est menée surtout par les Américains auprès de pays comme le Soudan, l'Indonésie, etc., pour accueillir des milliers de Gazaouis sous des prétextes humanitaires. Et il y a même un bureau, un office qui a été institué par le gouvernement israélien pour faciliter le départ des Gazaouis. Donc l'objectif est clair et il est vraiment cynique et terrifiant dans sa brutalité de chasser cette population et de récupérer ce territoire qui sera administré, enfin en tout cas s'ils arrivent à leur fin, récupérer ce territoire pour que les Israéliens l'exploitent à leur profit et au profit de ses alliés. Et bien sûr, son allié, les États-Unis, déterminés à dépeupler Gaza. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est un projet réel ou réaliste de vouloir dépeupler une terre? Monsieur Jacob Cohen? Oui, je suis assez réaliste. Hmm. Je crois que les Israéliens arriveront à leur fin. Ah, d'accord. Peut-être qu'ils ne pourront pas chasser les 2 millions, mais je pense Les réduire. que peut-être dans un an, il y aura peut-être, à mon avis, il y aura probablement entre un tiers et la moitié de la population qui sera déplacée à l'extérieur de la bande de Gaza, puisqu'il y a des pays qui ont déjà montré leur... Obligés d'ailleurs, enfin je veux dire, il y a des pays qui ne peuvent pas dire non à l'Amérique, et donc qui pourraient accueillir quelques milliers par-ci, quelques milliers par-là, de manière à vider Gaza, surtout probablement les gens qui sont indispensables à la vie à Gaza, c'est-à-dire des enseignants, ceux qui restent des médecins, etc. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup de Gazaouis qui, malgré leur désir de vivre sur cette terre, quand on voit ces images-là, je ne sais pas comment on peut imaginer vivre. Voilà, donc malgré, surtout que il faut vous faire à l'idée suivante. Vous savez, par exemple, le sommet de la Ligue arabe s'est réuni il y a quelques semaines. Et il a dit, nous sommes prêts à mettre 50 milliards de dollars pour reconstruire Gaza. Mais ils ont oublié de dire ceci. Qui tient les clés de la prison gazaoui?
qui tient les clés. C'est Israël. C'est-à-dire, c'est Israël qui permet ou non de faire entrer les matériaux de construction, la nourriture et tout le reste. La nourriture et tout le reste. Et comme on n'imagine pas qu'il va laisser ces marchandises rentrer, donc la situation va aller en empirant. Il n'y aura pas de reconstruction. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de feu vert de l'entité sioniste, il n'y aura pas de reconstruction. Il faut absolument qu'il y ait un feu vert. Le problème, Jacob Cohen, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Palestiniens font le prix d'une transaction morbide et détestable? Finalement, le prix à payer, c'est ça. Vous avez dit que vous y croyez. Donc finalement, quelque part, dans une année et demie, il y aura peut-être le nombre des Palestiniens va être réduit. Et donc l'objectif pourra se faire, et ça veut dire que d'ici une année ou durant une année, il va y encore y avoir des raids, que de la violence, que ce génocide va se poursuivre. C'est ça qu'on devrait peut-être accepter? Non, je vais vous dire pourquoi j'y crois. J'y crois parce que je ne vois aucune force alternative aujourd'hui capable d'affronter ou de faire front aux Israéliens, de leur dire non. On n'accepte pas ce diktat, nous allons faire entrer les matériaux de construction, le matériel de soins, etc., etc. Or, aujourd'hui, je ne vois aucun État, aucune organisation internationale capable de faire ça. Et donc, comme Israël n'a aucun adversaire capable de lui résister, et au contraire, on voit soit la lâcheté, soit l'acceptation, soit la compromission, etc. Et donc, malheureusement, je dis que je ne vois pas qui pourra arrêter ce plan des Israéliens. Et c'est pour ça que je dis, j'y crois. Voilà. Et comme ils vont commencer à le faire de façon assez maligne, de façon assez cynique, par des départs réduits de manière à ne pas à faire passer la pilule moins facilement. Voilà, c'est-à-dire par exemple 1000 ou 5000, 10 000, etc. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, les hyènes sionistes sont carrément lâchées sur Gaza pour accomplir cette sale tâche avec la complaisance et pourquoi pas la bénédiction de certaines puissances et même moins puissants de ce monde? Pour ne pas dire certains impuissants, puisque de toute façon, les impuissants sont à la horde des puissants. Tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est juste terrifiant de vivre ça au jour le jour. Enfin, la communauté internationale ou le monde, je ne sais pas, enfin, on assiste à un nettoyage ethnique d'une violence inouïe. C'est même pas, enfin, en 48, il y a eu un nettoyage ethnique, mais il y a eu quelques centaines de morts, mais il y a eu un nettoyage ethnique. Mais là, il y a un nettoyage ethnique qui est mené avec une violence, avec des assassinats, enfin des centaines. Le premier jour où Israël a repris les bombardements, il y a eu quasiment 1000 morts en quelques en 48 heures. Voilà. Non, en quelques heures, même pas. Oui, c'est vrai, les premières heures. C'est terrible, c'est-à-dire que, voilà, ils le font de manière ouverte. Il y a des caméras qui filment. C'est même pas caché, c'est même pas. Voilà, c'est aux yeux de tous. Et malheureusement, voilà, la réalité est là. La réalité est terrible, et qui est que, voilà, Israël mène son plan. Comme elle avait tracé. Génocidaire, et dans le silence, la gêne, le plus total. Voilà, c'est. Jacob Cohen, que doit-on penser de la visite de Jordan Bardella à Jérusalem le 27 mars, c'est-à-dire jeudi dernier, pour prendre part à la soi-disant conférence internationale contre l'antisémitisme, dans un moment
où l'antité-sioniste massacre et tue même des fidèles dans une mosquée qui font leur prière le plus paisiblement. Et même les images sont insoutenables. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu justement les diffuser. Des fidèles qui ont été massacrés dans un raid alors qu'ils faisaient leur prière de Dor, c'est-à-dire de midi. Que doit-on penser de cette visite de Bardella? Est-ce que les extrémismes finalement se rencontrent et s'allient? Moi, je dirais ceci, c'est qu'il y a une victoire de l'idéologie sioniste, une mainmise de l'idéologie sioniste sur la pensée européenne, sur l'idéologie politique en Europe. C'est-à-dire que les sionistes ont réussi à embarquer même l'extrême droite, qui est connue pour ne pas aimer les juifs. Enfin, leur fonds de commerce, c'est quand même un certain antisémitisme, de quelque façon, qui s'exprime. Mais ils ont réussi, depuis une vingtaine d'années, en France en tout cas, et même en Europe, à embarquer l'extrême droite dans une croisade anti-islam. Donc, en fait, cette croisade qui est menée en Europe, en France en particulier, c'est-à-dire brimer les musulmans, insulter l'islam, faire en sorte que les musulmans en France ou en Europe vivent en rasant les murs. Et donc, les sionistes ont remporté une victoire idéologique importante dans la mesure où ils ont réussi à embarquer même l'extrême droite. Et donc, en fait, d'ailleurs, l'antisémitisme, c'est... Bon, évidemment, personne ne veut être antisémite, mais ils ont quand même réussi, les sionistes, à imposer l'idée que antisionisme égale antisémitisme. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a une ONG qui s'appelle IHRA, c'est International Holocaust Resistance Association, quelque chose comme ça. C'est une ONG américaine qui a défini, donc c'est une organisation juive qui défend, enfin, qui a un lien avec l'Holocauste, et qui a établi une définition de l'antisémitisme en 10 points, 10-12 points. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a un mois à peu près. On peut la retrouver sur ma chaîne YouTube. Oui. Et en fait, cette définition dit quoi? C'est-à-dire que toutes les critiques qu'on peut faire au sionisme, à l'État d'Israël, par exemple, s'il ne veut pas la paix, ou s'il pratique l'apartheid, etc. S'il tue, s'il massacre. Tous ces faits sont assimilables à l'antisémitisme. Et donc, vous savez, cette définition, elle a été reprise. Beaucoup d'États l'ont reprise à leur compte. Tous les États européens ont repris cette définition à leur compte. Les grandes villes européennes, les universités américaines, européennes et australiennes ont repris cette définition à leur compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Occident, il est admis définitivement, en tout cas pour aujourd'hui, que critiquer Israël de cette façon-là revient à pratiquer l'antisémitisme. Regardez ce qui se passe aux États-Unis quand même. Même le principe de la liberté d'expression qui est inscrit dans la Constitution, l'article 2. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière à la liberté d'expression, comme en France, la loi Guesso, etc. Et bien, même dans ce pays où il y a la liberté d'expression, quand il s'agit du sionisme ou d'Israël, c'est fini, c'est-à-dire qu'il y a une répression, une chasse à l'homme, une chasse aux militants qui sont expulsés des universités, qui sont expulsés du pays. Et donc, c'est ça qu'il y a, malheureusement, hein, en tout cas, il faut reconnaître que les sionistes ont réussi à faire impasse cette idée sur la culture occidentale de manière à empêcher toute critique d'Israël.
Dans ces cas-là, maître, plutôt Monsieur Oui. Jacob Cohen, est-ce que vous pensez que finalement, si aujourd'hui il n'y a aucune voix dissonante qui puisse dire que ce qui se passe aujourd'hui, et ce sont des pratiques dignes du fascisme, des pratiques dignes du régime de Hitler, donc lors de la Seconde Guerre mondiale, que ça s'apparente effectivement à un holocauste, puisqu'on a vu des gens brûlés vifs. Est-ce que ces gens qui ont peur de dire ça, finalement, ont peur de tomber dans l'antisémitisme ou ont peur de tomber dans l'antisionisme, sachant pertinemment qu'il y a une grande différence et donc qui se complaisent dans ce silence parce que c'est plus confortable finalement pour eux? Non, ils ont peur, enfin, uniquement parce qu'ils sont lâches. Oui. C'est-à-dire, ils se disent, voilà, si je m'exprime, regardez ce qui arrive à Rima Hassan, par exemple, Hum. ou à LFI, la France Insoumise. Mais il y a des campagnes contre ces gens-là. Il faut être vraiment très fort pour soutenir la position palestinienne, même la paix. Vous savez, en France, enfin, je ne sais pas si il y a eu, par exemple, un délégué syndical qui avait juste posté sur Facebook ou sur une pancarte la paix en Palestine. Bon, il a été convoqué par la police, condamné, etc. Donc, il y a un système de terreur qui s'est imposé, qui s'est abattu sur l'Occident, où toute manifestation, toute critique d'Israël entraîne une répression policière et judiciaire. Donc, dans ces conditions, ou bien par exemple le renvoi d'une université, etc., dans ces conditions, il faut être vraiment costaud, il faut être très fort pour pouvoir résister à cette vague. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, qui occupent des fonctions importantes, soit à l'université, soit à la politique, etc., mais qui n'osent tout simplement pas parce qu'ils savent que leur carrière peut être finie, leur carrière universitaire, leur carrière politique, etc., parce qu'il y a des chiens de garde partout et on leur tombe dessus à bras raccourcis. Il y a vraiment un système de terreur qui s'est abattu sur le monde occidental et qui empêche toute expression, qui rend toute expression critique très dangereuse. Donc il y a de la complicité aussi, hein? Pardon? Il y a aussi de la complicité dans ces cas-là, puisque tout le Ah monde oui, joue le jeu. soit une complicité silencieuse, soit une complicité lâche, pusillanime, mais ce silence-là, il est dramatique quand il concerne des gens quand même qu'on peut considérer comme des journalistes, des hommes politiques, etc. Et c'est une complicité. Vous savez, on a reproché par exemple à des gens, quand il y a eu l'occupation allemande, etc., pourquoi les gens se sont tués, qu'est-ce que vous avez fait pour résister, etc. Et probablement, dans un an, dans 10 ans, on dira, vous vous êtes tués, vous avez assisté à des massacres, à un génocide, sans élever la voix, sans rien dire, etc. Ouais. Jacob Cohen, finalement, comment doit-on appeler de l'autre côté ceux qui s'acharnent contre la Palestine, ceux qui tuent des Palestiniens, ceux qui s'en prennent à des Palestiniens? Comment doit-on les qualifier cela? D'anti-humanitaire, d'anti-humanisme? Et qui doit les condamner? Puisque lorsqu'on parle ou qu'on critique le sionisme, on est automatiquement affiché d'être anti-sémite. Mais lorsqu'on critique la Palestine et les Palestiniens, alors que c'est eux qui sont les victimes, on est traité de comment finalement? Surtout que les sionistes sont d'emblée exemptés, donc comme je disais, au nom de l'antisémitisme. Donc ils ont carte blanche, ils peuvent tout faire. La preuve en est que ils se sont pris depuis ce matin au Liban. Voilà. C'est-à-dire ils peuvent être là où ils veulent, ils peuvent frapper là où ils veulent, Ils sachant sont pertinemment qu'ils seront toujours l'impunité, quoi, la fameuse ils sont impunité. libres. C'est-à-dire, c'est un régime qui est arrivé à la conclusion suivante, il peut faire ce qu'il veut. Et malheureusement, et c'est la réalité, c'est vrai dit, il peut faire. Donc, il lâche comme on lâche les chiens, comme on lâche les loups, et il peut tout se permettre, et donc il se permet tout. Et malheureusement, plus la communauté internationale ou plus les États se taisent, et plus ils se livrent à des choses enfin, presque inimaginables dans dans le monde dans lequel nous vivons. Comment, après avoir détruit cette population pendant un an de bombardement, plus d'un an, comment on peut lui couper l'eau?
comment on peut lui couper les vivres et l'annoncer et ne rien faire, voilà, et être dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. C'est, je ne sais pas, dans 10 ans, quand on lira l'histoire, on dira mais comment on a pu laisser faire ça. C'est terrible. Des fois vraiment, comme quelqu'un l'a dit, les mots manquent tellement. La réalité est terrifiante et les mots sont ne peuvent vraiment pas Font exprimer vraiment défaut. voilà, toute l'horreur Merci beaucoup. que Oui. cela imprime. Merci beaucoup, Jacob Cohen. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, militant anti-sioniste, que vous êtes également quelqu'un de politiquement engagé pour une Palestine libre et unie. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouvera la semaine ou demain pour d'autres numéros de l'Échiquier International. Au revoir.